Dans cette vidéo, je vais faire la suite de la vidéo précédente sur la régression logistique. Alors, j'espère que je ne vais pas dépasser 25 minutes. Dans cette vidéo, je vais essayer de parler de tout ce qui reste à dire sur la régression logistique. Notamment, on va d'abord, bien sûr, après avoir importé les données, et ce sont les mêmes données de la semaine dernière, je vais essayer d'inspecter les données, représenter graphiquement juste une seule variable, encore pour rappeler un peu le modèle. On va estimer, évaluer le modèle, un modèle de base. Je vais vous expliquer pourquoi on va faire ça. C'est à des fins pédagogiques. Ensuite, le modèle carrément, le modèle de régression logistique. On va le résumer, on va tester une hypothèse de linéarité. Je vais vous expliquer comment, pourquoi, etc. La multicollinéarité, comme ce qu'on a fait pour la régression multiple, lorsqu'on a plusieurs variables, il faut tester s'ils sont trop fortement corrélés. Ensuite, on va voir est-ce que le modèle dans sa globalité est significatif. Et ça, c'est essentiel dans la régression logistique comme dans la régression générale. On va inspecter les valeurs, l'influence des variables indépendantes, c'est-à-dire les coefficients, les bêtas, voir quel est l'impact de chaque bêta et même calculer les intervalles de confiance. Ensuite, on va calculer le R carré. J'ai une fonction ici que vous allez juste copier et coller à utiliser, mais je vais vous expliquer quand même un R carré, voilà ce qu'il veut dire, comment on le calcule sur Excel. Et enfin, on va terminer avec le diagnostic des résidus et les valeurs aberrantes avec les résidus, leverage qu'on a déjà vu dans la régression multiple, avec un histogramme, une distribution. Tout ça, ce sont des éléments essentiels et ce sont toutes les étapes que vous devez absolument faire si vous voulez vraiment et sérieusement tester un modèle de régression logistique. Alors, on va utiliser trois bibliothèques, libraries. Alors, on a CAR, ça c'est pour le VIF. On a ggplot pour la représentation graphique et tidyverse, je pense que je ne l'ai jamais utilisé. C'est juste pour modifier la base de données, pour représenter graphiquement le test de linéarité entre les variables. Voilà, donc moi je vais installer mon dossier de travail. Je vais poster ce script parce qu'il est quand même assez compliqué un peu sur GitHub tout à l'heure et vous allez trouver le lien sur la vidéo. Alors, je vais appeler les libraries. Alors, j'ai appelé ma base de données. Alors, ce que je vais faire head, on a déjà vu ça. Et ça va donner, si vous voulez, juste les 6 premières lignes de la base de données. Alors, on a loyalty. Alors, loyalty, c'est fidélité à une marque. Je rappelle, j'ai déjà parlé de ça. Ça, brand, c'est l'attachement à une marque ou bien l'appréciation, l'appréciation du produit et l'appréciation de l'achat. Alors, ce sont ces trois variables qui sont quantitatives, vous le voyez bien, qui vont venir prédire la variable loyalty qui est fidélité. Alors, on va voir est-ce qu'un consommateur qui apprécie les trois variables, est-ce que finalement il est fidèle ou pas. Alors, ici, notre variable, c'est une variable binaire qui peut avoir deux valeurs uniquement 0 et 1, loyalty. Alors regardez ici, le min c'est 0 et le max c'est 1. Donc ce n'est pas une variable quantitative classique, continue par exemple, qu'on peut utiliser dans la régression multiple. Alors le modèle de régression logistique, il est vraiment ça, c'est sa particularité et d'où les étapes qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà, donc pourquoi je fais summary? Alors je vous conseille de le faire comme j'ai dit pour voir s'il n'y a pas eu des erreurs dans la saisie. Donc là on voit que globalement il n'y a pas d'erreur. Le min est logique, le max est logique aussi. J'ai changé les noms pour tout le monde. Alors fidélité, marque, produit, expérience, achat. D'accord? Ça c'est pour les mettre en français, étant donné que la base est en anglais. Je vais d'abord appeler un nuage de points, comme vous pouvez le voir, et on a déjà vu ça. Ça, c'est la représentation graphique de la régression logistique avec une seule variable. La fidélité expliquée par la marque. On a deux possibilités, 0 et 1 pour la fidélité. Par contre, pour la marque, on a plusieurs possibilités. Alors, c'est ça, si vous voulez, la particularité et aussi la condition qui nous empêche de, bien sûr, utiliser ou adopter un modèle de régression classique. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais appeler le modèle de base. Et ça, on l'a déjà vu la semaine dernière. C'est un modèle avec uniquement B0, c'est-à-dire l'ordonnée. Il n'y a pas de variable ici. On n'a pas inclus une variable. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, pourquoi je le fais? Pour vous expliquer une chose essentielle lorsqu'on va essayer d'évaluer la qualité du modèle.
Alors regardez ici, je vais passer à la partie supérieure du output dont je n'ai pas parlé la semaine dernière, j'ai parlé de ça. Mais là aujourd'hui, je vais parler de null deviance, residual deviance. Alors regardez, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que null, vous savez, null c'est nul, hein, c'est zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. On n'a rien dans le modèle. Residual, c'est lorsqu'on a ajouté une variable. Bon, ici, ça ne change pas, c'est logique, parce qu'on n'a pas ajouté de variable. Ça veut dire que null deviance, c'est exactement la même chose que residual deviance. Alors, le sens de null deviance et residual deviance, ce n'est pas la même chose, mais c'est, si vous voulez, c'est pratique de penser à ça comme dans la régression, où on avait vu le modèle de base, qui était le modèle avec la moyenne, et où on calculait la somme des carrés totales, et le modèle avec la variable. Et c'est là où on calculait la somme des carrés des erreurs. Des erreurs où le synonyme, c'est les résidus. C'est la même chose ici. Null deviance, c'est lorsqu'on a le modèle de base sans variable. Residual, lorsqu'on a inclus des variables. Et donc, on va s'intéresser à ça dans la régression logistique pour voir est-ce que le modèle est de qualité ou pas. Alors bien sûr, ici, comme j'ai dit, ça n'a pas changé parce qu'on n'a pas de variable. Mais d'où vient le 4158? Alors là, je vais passer à Excel. Et j'ai copié exactement ma variable à expliquer, les 1 et les 0. Alors ça, j'ai copié juste le script, hein, c'est-à-dire tout simplement ce que j'ai fait. Regardez, par exemple, je vais faire my data, je crois, c'est ça, oui. Alors, fidélité, voilà. J'ai copié juste voilà, les résultats, hein, les observations plutôt. Et les probabilités. Alors, on a 15. Alors, regardez, si je fais table, juste pour trouver le tableau de fréquence si je fais de fidélité, j'aurai, regardez, 15, 0 et 15, 1. C'est par hasard, hein, on a la distribution qui est équilibrée. 15 personnes qui ne sont pas fidèles et 15 qui sont fidèles. Alors, c'est pour cela qu'on aura 0,5 et 0,5 pour les deux, parce qu'on a, si vous voulez, 15 sur 30, c'est 0,5, et 15 sur 30 pour ceux qui ne sont pas fidèles, ça fait 0,5. Alors là, j'ai fait les probabilités et les culants, ça veut dire les 1 moins ça. 1 moins ça, ça fait, regardez, 1 moins D6, ça fait 0,5. Alors là, le log likelihood, c'est le premier calcul que fait le logiciel R, ou tout logiciel statistique. Il va calculer ce qu'on appelle le log likelihood. Alors log, c'est logarithme, ça vient de logarithme. Likelihood, en anglais, c'est probabilité, tout simplement. Alors c'est le logarithme de la probabilité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Regardez la formule, il va faire la somme, c'est sigma. De quoi? De yi fois ln py. Yi, c'est ça, c'est la valeur de y. Ici, c'est 1, ici, c'est 0. Il va multiplier ça par le ln, le logarithme naturel de py, de la probabilité. Alors regardez, c'est ce que j'ai fait ici. Hein. J'ai fait y fois lnp. Ensuite, on va faire plus quoi? Pour plus 1 moins y. Alors 1 moins 1, ça fait 0 ici. C'est pour ça qu'on a des valeurs de 0. Par contre, ici, parce qu'on a 1, 1 moins 0, ça fait 1. D'accord? On aura des valeurs ici qui sont différentes de 0. Par contre, ici, on aura 0. Et on va multiplier par quoi? Par ln 1 moins p. ln 1 moins p, 1 moins p, c'est culant. Hein? Donc, c'est ln culant. D'accord? Donc, on va multiplier ça par ça, on aura ça. Alors, si on fait la somme, parce que sigma, c'est la somme. Si on fait la somme de tout ça, on aura un log likelihood de moins 20. Alors, regardez ici, si je multiplie ça par moins 2, regardez, on aura null deviance. Alors, null deviance, une autre écriture de null deviance, c'est moins 2 LL. Moins 2 LL, pourquoi LL? Log likelihood. Log likelihood. Alors ça, c'est des écritures mathématiques qu'on utilise. Mais vraiment, le sens n'est pas compliqué. C'est juste une somme de toutes les, si vous voulez, voilà, de ça, de ce qu'on a ici dans le modèle, dans l'équation, pardon. Et donc, si on fait moins 2, on aura 41,58. Alors, c'est exactement ça, 41,589. D'accord? Donc, le log likelihood, il nous donne le null deviance. Et null deviance, c'est moins 2 fois ça. Alors, pourquoi on multiplie par moins 2? Et ça, c'est essentiel. Le fait de multiplier par moins 2, ce chiffre qu'on obtient, nous permet d'utiliser une loi de probabilité qui s'appelle la loi de Key 2. Pourquoi? Parce que ce chiffre, il suit une loi de Key 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend des échantillons différents, pour cette étude, par exemple, ici, de la fidélité,
et qu'on calcule à chaque fois le log likelihood et qu'on multiplie par -2, on va obtenir un null deviance. Et à chaque fois, tous ces null deviance, si on les représente graphiquement, eh bien, ils vont suivre une loi qui ressemble à ça. La loi de Key2, c'est cette loi. C'est une loi qui, les valeurs, la majorité des valeurs sont concentrées ici, si vous voulez. Ils ont une forte probabilité. Ensuite, la probabilité d'avoir des valeurs qui sont élevées, de Key2, hein, et Key2, ça s'écrit comme un X. Hein, et donc, va être faible, si vous voulez. Donc, c'est ça, la forme, hein, je vous donne ici la forme mathématique de la loi du Key2. Et comme j'ai dit, si on fait des... théoriquement, hein, on ne va pas le faire, mais si on fait plusieurs échantillons et qu'on calcule à chaque fois log likelihood, null deviance, ces chiffres, si on les représente graphiquement, ils vont, si vous voulez, suivre une loi qui ressemble, enfin plutôt une forme graphique qui ressemble à ça. D'accord? Et voilà, donc c'est ça l'utilité de multiplier ça par -2, hein, uniquement. Voilà, donc là, j'ai parlé de null deviance. Donc j'espère que j'ai été clair et c'est pour cela que j'ai utilisé le modèle de base, qui n'est pas nécessaire bien sûr et qu'on ne va pas utiliser. Ensuite, on va passer au modèle carrément de régression logistique. Alors là, c'est les mêmes écritures GLM, j'ai déjà parlé de ça la semaine dernière dans la vidéo. Essayez de revoir la vidéo d'abord avant de venir voir cette vidéo. Alors, fidélité, tilde, point. Pourquoi point? Toutes les variables. Alors, les variables, si on revient au modèle, regardez, on a marque, on a produit, expérience d'achat. Quand je mets le point, ça veut dire que je dis à R, tu vas utiliser toutes les variables qui se trouvent dans le modèle. Bien sûr, il faut que les variables soient des variables, bien sûr, normalement quantitatives. Alors, family binomial, etc. etc. D'accord? Voilà. Regardez ici, on a... D'abord, je vais parler de deviance et après, je vais revenir ici. Alors, on a 41, 5, 8, 9. Alors, ça, c'est normal. Ça veut dire que c'est la même chose ici. Regardez, ça veut dire qu'il va à chaque fois vous donner ça. Hein. Il va vous donner d'abord la deviance, c'est-à-dire la deviance, en fait, c'est comme la déviation, c'est comme une distance, d'accord? Une distance globale, ça c'est la distance totale que le modèle peut avoir. C'est comme dans la régression multiple, il faut revenir à la vidéo, on parle de la moyenne comme modèle. Et la moyenne, c'est, si vous voulez, la distance maximale qu'on peut avoir entre les observations. C'est leur moyenne comme estimation. Et c'est la même chose ici. Donc, la déviance totale, c'est ça. Mais là, ça a changé pour la residual deviance. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté des variables. On a rajouté marque, on a rajouté produit, etc. Donc, il a calculé 23,471. Alors, d'où vient 23,471? Je vais passer encore une fois à Excel. Et je vais vous montrer ce calcul. Alors, on va prendre B0, B1 du modèle. Ça, je les ai pris du modèle. On va calculer... Bon, je n'ai pas besoin de ln odds ici. Hein. Je vais calculer juste ici la probabilité. Et ça, j'ai déjà fait ça la semaine dernière. Il faut revoir la vidéo. Comment on calcule P exponentielle sur 1 plus exponentielle. Et puis Culant, la probabilité inverse, c'est 1 moins ça. Et la même chose. Alors, la même formule qu'on a ici, on va l'appliquer. D'accord? On va faire Y ln P et puis 1 moins Y ln Culant. Et on va multiplier ces deux valeurs. On va faire la somme. On aura moins 12. On multiplie fois 2, on aura residual deviance. Pourquoi on va l'appeler residual et pas null? Alors pourquoi? Parce qu'on a ici B0 et B1. On a des variables qui expliquent notre variable fidélité. D'accord? Alors on aura 23,471. Alors ici, il y a une petite légère différence parce que je pense que dans les calculs, je n'ai pas peut-être utilisé exactement B0, B1. Alors B0, B1, ah oui, oui, alors je n'ai pas exactement utilisé. Alors il faut en fait utiliser ça, et ça, et ça. Moi j'avais utilisé uniquement avec la marque. Alors si on change, on fait 1,27, 0,18 et 0,59 ici pour B0, B1, etc. Et on va calculer à chaque fois P éculant avec l'exponentielle. On va trouver les 25, etc. Moi j'avais calculé avec uniquement marque. Et le bêta était un peu différent, il n'était pas de 1,27. Il était plutôt de 1,35. D'accord? Très bien. Alors, donc c'est ça, null deviance. Alors, le modèle de Key2, on va appeler ça modèle Key2, ça veut dire, puisque les deviance, on a dit qu'ils suivent cette loi de Key2, alors le modèle en lui-même, ça va être la différence entre le null deviance et le residual deviance. Alors, regardez ici, c'est tout simplement null deviance dans la formule moins residual deviance. D'accord? Alors, dans mon cas, c'est 16, parce que j'ai utilisé les 25. Alors, si j'utilise par exemple ici, alors, je vais utiliser ça
Je vais changer. Je vais mettre null deviance. Voilà. Moins. D'accord. Alors, quelle a été la formule? Le résultat plutôt 23,471. Alors, 23,471. Voilà. Ah, pardon. J'ai fait une erreur quelque part. Alors, je ne vais pas utiliser du tout ça. Je vais juste utiliser 41,58 9 moins 23,471. Voilà. Donc 18, etc. Voilà. Donc c'est bon. Donc le modèle qui 2, il est de 18. Alors on va voir, c'est juste la différence, regardez, entre 41 et 23. Très bien. Donc on a d'abord expliqué les deviance, le sens de null deviance, le sens de residual deviance. Et dire que finalement, la qualité du modèle va être la différence entre ces deux. Pourquoi? Parce que si on arrive à expliquer, alors residual, ça veut dire ce qu'on n'a pas expliqué. C'est pour ça que le modèle qui 2, ça va être la différence entre les deux. Ça veut dire que dans l'absolu, il y avait 41, si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a eu 41, si vous voulez, éléments ou choses à expliquer. Et le modèle, il a expliqué la différence, mais 23 reste à expliquer. Alors, si, bien sûr, on a expliqué beaucoup, c'est une bonne chose. Ça veut dire que mes variables me permettent d'expliquer. Alors là, je vais revenir justement aux variables et voir, et ça, pour les étoiles, tout ça, j'ai déjà parlé de ça dans la régression multiple. On va chercher les variables où il y a des étoiles à côté. 3 étoiles, c'est mieux que 2, c'est mieux que 1. Alors, c'est inférieur à 0,05 ici. Ça veut dire que uniquement la marque m'explique la fidélité. Et les autres variables, par exemple l'expérience avec le produit ou bien l'expérience d'achat, ne m'expliquent pas bien la fidélité d'un consommateur envers une marque, ou ma marque qui a fait l'objet de mon étude par exemple. Pourquoi? Parce que je n'ai pas des étoiles et ça veut dire que la valeur P, la valeur de probabilité, elle est supérieure à 0,05. C'est la règle en général. D'accord? Donc, on va voir ensuite, juste après, l'importance de chaque variable avec les intervalles de confiance et comment on va interpréter ça. D'accord? Très bien. Donc là, on a estimé le modèle, on l'a évalué et on a dit que c'est un modèle. Est-ce qu'il est bon ou pas bon? On va voir ça juste après. Parce que ici, ce n'est pas comme dans la régression multiple, on vous donne aussi les étoiles, c'est-à-dire la valeur P du modèle dans sa globalité. Ici, on va calculer la Ki2. R ne permet pas ça, d'autres logiciels le font, mais R, il faut faire ça manuellement. On va voir ça juste après. Alors, je vais d'abord tester une hypothèse qui est essentielle. Alors, cette hypothèse, elle teste quoi? Elle teste la linéarité. Dans la régression multiple qu'on a déjà vue, la linéarité est fondamentale. Il faut que les variables soient linéairement, si vous voulez, reliées entre elles. Et donc, par exemple, x qui va m'expliquer y, je ne peux pas utiliser un modèle de régression simple, par exemple, si d'abord la relation n'est pas linéaire. Par exemple, s'il est exponentiel ou autre, je ne peux pas utiliser le modèle de régression. Alors ici, la linéarité n'a pas le même sens. Ce qu'on va chercher, c'est que la variable qui explique, que ce soit la marque, le produit ou l'expérience d'achat, va être linéairement liée ou on va dire associée à la variable y, mais pas ly 0,1 parce qu'on n'a que deux observations avec le logit. Le logit, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Je vais passer à Excel, vous avez déjà ici, c'est ça, c'est le ln odds. Ça veut dire elle doit être liée d'une manière linéaire avec ça. Alors, mes variables, par exemple, la marque, doit être liée d'une manière linéaire avec ça. Alors, si je fais insert et je fais un nuage de points, je vais obtenir justement une relation linéaire. Regardez ici, c'est linéaire. Mais moi, je ne vais pas m'amuser à passer sur Excel, je suis déjà sur R. J'ai fait ça la semaine dernière pour vous expliquer un peu avec Excel, c'est plus simple. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord calculer les probabilités. Alors, je vais utiliser la fonction predict et je vais donner juste le modèle et je vais appeler ça probabilité. Pourquoi? Parce que pour calculer le logit, revenez à la vidéo précédente, il faut calculer P
1 moins p et faire le logarithme. Alors, c'est ce qu'on va faire avec ça. On va faire d'abord calculer la probabilité. Alors, quand j'ai dit type response, ça veut dire qu'il va me donner la probabilité, c'est-à-dire de y. Ensuite, je vais juste ici nommer les variables, x1, x2, x3, 3 variables. Ensuite, je vais utiliser le logiciel, enfin, pardon, le library tidyverse, d'accord? Tidyverse est très très pratique. On va utiliser ce qu'on appelle pipe, ça on appelle ça pipe, c'est-à-dire on va utiliser dans la même ligne plusieurs choses. D'abord, on va prendre my data, on va prendre ma base de données, les colonnes 2, 3 et 4. Ensuite, on va calculer ce logit, et rappelez-vous le logit, c'est le logarithme de la probabilité que je viens de calculer ici sur 1 moins probabilité. Ensuite, on va mettre ça sur une même colonne, d'accord? Et on va utiliser cette fonction qui s'appelle gather. Gather, ça veut dire rassembler. Il va me mettre key predictors, il va donner la valeur et il va supprimer les autres colonnes qui ne me servent à rien. Pourquoi je fais ça? Pour représenter graphiquement toutes les variables entre elles et voir s'il y a cette relation linéaire. D'accord? Et ça, c'est essentiel. Ensuite, je vais passer à ggplot pour la représentation graphique. Alors, il faut juste copier ce script et il est fondamental. Pourquoi? Si vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 variables, vous ne pouvez pas à chaque fois faire Excel. C'est vraiment pas pratique. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ça. Et ensuite, vous allez juste utiliser le même script et voilà, utiliser les colonnes, bien sûr, qui vous intéressent. Les colonnes des variables. Dans mon cas, c'est la colonne 2, 3 et 4. C'est pour ça que j'ai mis ici le colonne, c'est-à-dire colonne de points. D'accord? Très bien. Alors, j'ai calculé les probabilités et voilà, et je vais utiliser ggplot. Alors, pour ggplot, je vais utiliser. Alors, si je prends my data d'abord, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Regardez, alors vous avez logit. Alors, la relation linéaire doit être linéaire entre quoi et quoi? Entre les variables, marque ici par exemple, produit et expérience d'achat. D'accord? Regardez, c'est vraiment pratique. Et j'ai fait ça avec gather. Alors, cette fonction gather va rassembler toutes les variables dans la même colonne, mais elle a gardé dans une deuxième colonne la valeur de x. Ça veut dire l'individu, la personne. Par exemple, elle a donné à Marc 4. Ensuite, elle a eu ce logit. Ensuite, elle a donné, par exemple, à produit la valeur 2, 3, et voici le logit qu'elle a obtenu. Le logit, rappelez-vous, c'est le logarithme de la probabilité de succès sur la probabilité d'échec. C'est un peu compliqué, mais il faut voir la vidéo précédente d'abord avant de voir cette vidéo, je pense. Comme ça, les choses vont être beaucoup plus claires. Voilà, très bien. Donc là, je vais représenter graphiquement. Et voilà, donc regardez, imaginez j'ai 10 variables, je peux voir facilement si la relation elle est linéaire entre le logit d'une part et la variable en question qui explique. Alors dans notre cas, comme on l'a vu sur Excel, c'est uniquement la marque qui a une relation linéaire avec le logit. Et donc là, c'est une condition essentielle. Même si par exemple j'ai ici une variable qui est significativement, qui explique significativement la variable y, fidélité, mais graphiquement il n'y a pas de relation linéaire, il faut penser à une transformation de la variable ou bien même à ne pas l'utiliser. Donc là c'est essentiel, c'est une condition, si vous voulez, sous-jacente du modèle mathématique qui calcule justement la régression logistique avec les bêtas, etc. Donc si la relation de linéarité n'est pas établie avec le logit, on ne peut pas utiliser le modèle de régression logistique. D'accord? Dans notre cas, on est bon parce qu'on a la marque qui est significative et la relation est justement linéaire entre les variables. D'accord? Très bien. Alors, quoi d'autre? C'est bon, on a terminé avec l'hypothèse de linéarité. On va passer à la multicollinéarité. Alors ça, c'est très simple. On va faire VAF et on va rentrer le modèle. J'ai déjà expliqué le sens de la multicollinéarité dans une vidéo. Je pense que je l'ai expliqué avec la formule. Donc, si on a des valeurs qui dépassent 5, on a des soucis à se faire. Dans notre cas, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que les variables ne sont pas fortement corrélées entre elles. On peut même utiliser core, la fonction core, pour voir si vraiment il y a une corrélation forte. Mais VAF, elle est très efficace et très, si vous voulez, utilisée dans les publications scientifiques. D'accord? Alors, là, la question aussi qui est essentielle, est-ce que mon modèle est significatif? Alors, comme j'ai dit, on a eu la dévariance totale, la dévariance résiduelle, mais on ne sait pas si le modèle est significatif. On sait que la marque, c'est bon, elle explique bien la fidélité, mais le modèle en lui-même, est-ce qu'il est bon ou pas? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement, tout simplement, calculer la différence entre la déviance totale et la déviance du modèle de régression. Ça veut dire qu'il va faire 41 moins 23.
Alors, c'est ça ce que j'ai fait sur Excel. Hein. Il va trouver 18. D'accord? C'est ça le sens. Et puisque les devariance, rappelez-vous, ils suivent cette loi de qui 2, rappelez-vous la forme comme ça, hein, une forme comme ça, automatiquement, même la différence doit suivre, bien sûr, c'est normal, cette distribution. Avec les degrés de liberté. Alors, les degrés de liberté, ça veut dire combien d'observations je peux, si vous voulez, éliminer, plutôt laisser varier, on dit. Voilà, laisser varier. Alors, dans le premier modèle, il y a eu une seule possibilité parce qu'on avait l'ordonnée. Dans le deuxième modèle, on avait 3 variables qui variaient. De 30, on a 30 observations. Alors, 3 plus l'ordonnée, ça fait 4. Ce qui fait 26. 29 moins 26, c'est ça ce qu'on va faire. Ça va nous donner 3. Ensuite, on va calculer la valeur P du modèle. Alors, la valeur P du modèle, et là, je vais revenir sur l'image. Alors, la loi de Ki2, elle va vous donner P. Alors, P chi-square. Alors, c'est ça l'écriture P Ki2. Alors, P Ki2, elle va vous donner la probabilité cumulée, c'est-à-dire jusqu'à ce point, par exemple, x carré, hein, Ki2, elle va vous donner toute cette partie ici. Mais moi, je ne m'intéresse pas à cette partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie supérieure qui est justement ici, dans cette image, en rouge, ou je ne sais pas c'est quelle couleur, en rose. C'est-à-dire que je m'intéresse à ça. Et c'est pour cela qu'on va faire 1 moins, parce que bien sûr la probabilité totale c'est 1, donc 1 moins la probabilité cumulée avec le qui de mon modèle, rappelez-vous c'est 18, 41 moins 23, et les degrés de liberté c'est 29 moins 26 c'est 3. Et je vais calculer cette probabilité, et voici les résultats. Donc 18 qu'on a calculé sur Excel, 3 comme j'ai dit, et on a une probabilité de 0,0004. Comment on va interpréter ce résultat? Alors, si on a une probabilité inférieure à 0,05, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que notre modèle est significatif, tout simplement. Autrement dit, comment on peut vraiment comprendre le sens de ça? Ça veut dire que puisque le deviance, elle suit une loi de Ki2, quelle est la chance d'obtenir 18? On a obtenu 18 de différence, qui est quand même une assez grande différence par rapport au résultat qu'on avait. Quelle est la chance d'obtenir 18 par hasard? Elle est de 0,0004. Autrement dit, la chance plutôt la probabilité qu'on a obtenu ça pas par hasard, c'est-à-dire que vraiment la différence est significative, elle est de 0,999. C'est la probabilité inverse, contraire, etc., complémentaire. Et donc, notre modèle, il est significatif on va pas dire à 100%, mais à presque 100%. Parce qu'on est à 0,999, que 18, on ne l'a pas obtenu par hasard. Donc c'est un modèle qui est significatif, mais dans la pratique, si vous voulez plutôt dans le détail, c'est uniquement la marque qui explique la fidélité du client et pas les autres variables. Donc là, on va inspecter l'influence des variables indépendantes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est exponentiel parce qu'on a dit que la relation elle est liée au logarithme. Donc, pour obtenir l'influence, on va faire l'inverse, on va faire exponentiel. Modèle 1, coefficient. Et je vais utiliser conf int, ça veut dire confidence interval, l'intervalle de confiance, pour voir si vous voulez, la valeur minimum, la valeur maximum pour chaque coefficient. Alors, ici, je ne vais pas m'intéresser à 0. Normalement, pour les bêtas, pour la régression multiple, on va s'intéresser à 0. Et si le point, si vous voulez, on va dire qui sépare la significativité de non-significativité, c'est 1. Pourquoi? Parce que le logarithme, l'exponentiel de 1, c'est 0 plutôt. Et donc, ici, comme pour la marque, par exemple, regardez, il n'y a pas de 1 dans l'intervalle. On est entre 1,62, alors E00, ça veut dire 1. Hein. On est de 1,62 jusqu'à 11. C'est un intervalle assez large. Et puis, pour les autres, au contraire, on a 1 qui se trouve dans le modèle. Alors, E à la puissance moins 1 ici, E à la puissance moins 1, ça veut dire 0,6, 0,7 jusqu'à 2, jusqu'à 5 ici. Et donc, on a 1 à l'intérieur du modèle. Ça veut dire que produit, ça confirme tout simplement hein, les étoiles qu'on n'a pas hein, ici. Ça veut dire que les deux variables, produit et expérience d'achat, ne sont pas significatives. Par contre, la marque est significative. Et on va interpréter
l'exponentielle qu'on a obtenue. Ça veut dire quoi? 3,57. Ça veut dire que la marque, si vous voulez, un point de plus sur la marque va augmenter le odds ratio. Alors, pas le Y, la fidélité, mais le odds ratio. Ça veut dire quoi? La probabilité de succès sur la probabilité d'échec de la fidélité par 3,57. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord? Pour le reste, on peut faire la même interprétation. Mais comme j'ai dit, puisqu'on a 1 à l'intérieur de l'intervalle, donc il y a 0. Hein, il y a la valeur de 0. Ça veut dire dans certains échantillons, on va influencer la marque, la fidélité. Dans d'autres, on ne va pas l'influencer. Et donc, ce n'est pas significatif, contrairement au cas de la marque. D'accord? C'est bon. Donc, on va passer au R carré. Alors, il y a l'équivalent du R carré pour la régression logistique, comme pour la régression multiple, la régression simple. Il y a plusieurs R carrés. Il y a 3 ici que je vous présente. Alors, ce n'est pas moi qui a fait cette fonction. Je l'ai copié d'un livre qui s'appelle Discovering Statistics Using R. Alors, Andy Field, c'est l'auteur du livre, un excellent livre sur l'utilisation de R en statistique. Et il a utilisé cette fonction. Alors, j'ai jamais parlé de fonction vraiment dans R. On peut bien sûr écrire des fonctions soi-même, et c'est ça l'utilité de R aussi. Donc ici, il vous a vraiment, vous allez juste copier-coller ce script dans votre modèle, et vous allez juste faire rentrer le modèle, comment vous l'avez appelé. Et ensuite, il va vous donner les 3 R les plus utilisés dans les logiciels statistiques: Hosmer, Lemshaw, Cox and Snell, Langelkerk. Alors, c'est les 3 R carrés les plus utilisés. Les valeurs vont être différentes, mais en général, on va dire que la valeur varie de ça à ça. D'accord? Alors, R carré, le plus simple, je l'ai déjà calculé sur Excel, juste pour vous montrer Hosmer and Lemshaw. C'est vraiment simple. Regardez comment on le calcule, c'est 1 moins. Alors, I37, c'est ça, moins Residual Deviance divisé par Null Deviance. Donc, ça veut dire que combien j'ai expliqué, parce que rappelez-vous, Residual Deviance, c'est ce que je n'ai pas expliqué. Et si je fais 1 moins ça, donc combien j'ai expliqué sur combien il faut expliquer. Null Deviance, comme j'ai dit, c'est, si vous voulez, tout ce qu'il y a à expliquer. Et donc, le R carré, bien sûr, son sens, c'est ça. Comme pour la régression multiple et simple, on a fait la somme des carrés de régression divisée par la somme des carrés totales. Ça veut dire combien j'ai expliqué, sur combien y a-t-il à expliquer. Alors le Hosmer and Lemshaw, il a le même sens. Théoriquement et conceptuellement, c'est vraiment la même chose. Et donc, il est vraiment facile à calculer. Mais si vous utilisez bien sûr cette fonction, vous allez juste cliquer sur CTRL OK ou commande OK et puis faire rentrer votre modèle. Il va vous donner les différents R carrés. Et comme j'ai dit, on va dire que notre R carré varie de 0,44 à 0,6. Ça veut dire qu'en général, on explique entre 44% et 60% de la variance de notre variable. Notre variable ici, fidélité. Ça veut dire que globalement, c'est un modèle qui est pas mal. C'est pas un mauvais modèle. D'accord? Très bien. Dernière chose, et je vais terminer par ça, et c'est une étape essentielle aussi, c'est de voir les résidus, comment ils sont, est-ce qu'il y a des valeurs aberrantes, etc. Je vais créer une colonne qui s'appelle résidus, et je vais utiliser RStandard, que j'ai déjà utilisé ailleurs. RStandard, c'est les résidus standardisés avec des scores Z. Ensuite, je vais créer une deuxième colonne qui s'appelle large résidu. Alors, si un résidu est supérieur à 2 ou bien inférieur à moins 2, je vais le considérer comme un résidu qui est large. Donc ça, c'est une règle générale. Des fois, on peut utiliser 3, 2, 5, mais 2 en général, ça peut prêter, si vous voulez, être source d'ennui, de problèmes. Donc, je vais appeler cette colonne large résidu. Donc, ça va être une colonne logique. Lorsque la valeur est soit supérieure à 2 ou inférieure à moins 2, il va me dire true. Ça veut dire vrai. Sinon, il va me dire false. Ça veut dire que non, c'est ni supérieur à 2. Bon, lorsqu'on a 30, comme dans notre cas, c'est pas obligé de faire ça. Mais si on a, en général, on va avoir 50, 100, etc., c'est quand même difficile d'inspecter individuellement chaque résultat. Ensuite, je vais utiliser leverage. Et ça, c'est comment certaines observations influencent les bêtas, le modèle de régression. Le seuil, c'est ça. 3 fois K. K, c'est le nombre de variables. Dans notre modèle, on a 3 variables qui expliquent. Plus 1, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 divisé par 30, ça va nous donner 0,4. Ça, c'est le seuil. C'est une observation obtient un leverage qui est supérieur à 0,4.
ça peut être source d'ennui. Surtout si c'est une valeur qui a un résidu qui est large. D'accord? Donc, je vais utiliser ça. Et je vais bien sûr voir la distribution. Je vais d'abord, je vais d'abord voir my data. Voilà. Je vais d'abord voir s'il y a justement un résidu qui est large. Donc, false, 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 false. Il n'y a pas de souci. On a un seul qui est true. Alors ça, effectivement, regardez son résidu, il dépasse moins 2. Mais les autres, non. Donc, true. Je vais voir son leverage. J'ai dit que le seuil de leverage, c'était 0,4. Par contre, si je vois ici, son leverage, il est de 0,08. Ça veut dire, même si il a un résidu qui est large, mais son leverage n'est pas vraiment large. En général, on va s'intéresser aux observations où il y a ce problème et ce problème. Pas uniquement un seul problème. Donc ici, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Et je vais même voir la distribution des résidus. Regardez, elles doivent suivre cette loi normale, avoir une symétrie. Bon, ici, ce n'est pas vraiment symétrique, mais c'est non plus pas très, très, très moche. Et donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas de souci à se faire. C'est un modèle globalement qui est correct. Mais toutes ces étapes sont essentielles. J'espère que je n'ai pas été long, mais c'est fondamental de faire toutes les étapes et de bien comprendre comment on peut utiliser un modèle de régression logistique.